Bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée du Paris Audio Vidéo Show. Je suis avec mon collègue Florent de sonvideo.com et nous avons la chance de recevoir les membres de HCFR, l'association du home cinéma français, et également l'entreprise Trinov, spécialiste de la calibration. Bonjour messieurs, est-ce qu'on peut commencer par un tour de table pour que tout le monde puisse se présenter? Bonjour, je suis Hugo, Hugo S. J'ai l'immense honneur d'être le président de l'association des membres HCFR. Et je vais passer la parole à Arnaud Laborie de Trinov. Donc bonjour à tous, merci à sonvideo.com de nous inviter à ce panel. Merci Hugo pour ton soutien et ta participation. Et voilà, moi je suis Arnaud Laborie, je suis un des 3 cofondateurs de la société Trinov Audio, dont le but est d'innover dans tout ce qui est spatialisation du son et traitement du signal appliqué à l'acoustique. Donc correction acoustique de salle, voilà. Et je passe la parole à Alexandre Garcia. C'est ça. Oui, bonjour, donc moi c'est Alexandre. Moi je m'occupe de Trinov sur le marché français, sur les 3 secteurs d'activité de Trinov, parce qu'en fait Trinov est présent à la fois dans le hi-fi, le home cinéma, l'audio professionnel, donc les studios, la télévision, le post-production et le cinéma commercial. Ça marche. Et du coup, de ce côté-ci du canapé, nous avons donc Florent, si tu veux te présenter. Bonjour, je suis Florent et je m'occupe des téléconseillers chez sonvideo.com. Très bien. Et à côté de toi, tu as... Et bonjour, moi je suis Jeff, Jaco sur le forum HCFR. Alors, je suis accessoirement le secrétaire général, mais avant tout un grand passionné de belles images et de beaux sons. Et je suis ravi d'être présent ici sur ce plateau, surtout avec l'équipe de Trinov et l'équipe de Son Vidéo et d'Inside. Ben oui, merci d'être là. Je propose qu'on commence par que vous nous expliquiez déjà qu'est-ce que HCFR. Et puis après, Arnaud, tu pourras nous présenter aussi qui est Trinov et dans quel milieu vous évoluez. Vas-y, Hugo. Avec plaisir. Donc, l'association HCFR, c'est une association aujourd'hui d'un petit peu moins d'un millier de personnes. L'association en fait met en œuvre, finance, anime le site HCFR, donc qui est aujourd'hui le site majeur d'expression des passionnés en hi-fi, home cinéma, etc. Et dans ce contexte-là, plus particulièrement, on a eu l'immense privilège, je vais le dire de cette façon, de pouvoir présenter lors d'un podcast que l'on réalise ce guide. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc c'est une étude Trinov, le guide de positionnement des enceintes. C'est un guide que je vous recommande très très fortement de vous procurer. Vous pouvez éventuellement soit le trouver aujourd'hui sur le stand de Trinov au PABS, soit éventuellement sur le site HCFR. Sachant que il y a à peu près une semaine de ça, on a eu un immense privilège, c'est de pouvoir accueillir Arnaud Laborie pour un podcast séminaire de 4 heures sur la problématique de reproduction des basses fréquences. Et ça, c'est vraiment la continuité des travaux de Trinov dans ce contexte-là. Et maintenant, je vais m'effacer pour laisser la parole à Arnaud. Et merci pour tout ce que tu et Trinov faites pour la communauté des passionnés de l'audio-vidéo que nous sommes. Merci Hugo pour cette introduction. Voilà, c'est très difficile d'enchaîner. Mais ce que je veux dire, c'est exactement Trinov. On est une équipe de 50 passionnés. Trinov, en fait, Trinov, ça veut dire quoi? Ça veut dire tri pour 3D et innove pour innovation. Et en fait, nous, les 50 personnes de Trinov, on a pour vocation d'innover dans le son 3D, c'est-à-dire toutes les technologies du traitement du signal
qui permettent d'améliorer la spatialisation du son, d'améliorer le fonctionnement de l'acoustique des pièces. Et la vocation de Trinov, pourquoi on existe, c'est pour pousser les frontières de la connaissance, de la technologie et de toujours chercher à améliorer le son. Voilà. Et donc ces technologies, évidemment, on est une société, on crée des produits, on vend les produits, mais on essaie d'avoir un impact qui va au-delà de simplement vendre des produits. On veut vraiment repousser les limites du possible. Et donc on a développé des produits pour le marché du cinéma, l'hi-fi, le home cinéma et aussi les studios. Donc aussi on est présent sur toute la chaîne de reproduction, de la création du son jusqu'à la reproduction dans les salles de cinéma et chez les particuliers. Et pour faire un lien avec ce document, parce qu'en fait finalement ça représente assez bien ce qu'on essaie de faire. En fait, il y a en 2014, quand les nouveaux formats de son immersif sont arrivés, on s'est retrouvé avec 3 formats assez incompatibles en termes de position des haut-parleurs. Dolby disait mettez les haut-parleurs comme ça. Euro 3D disait mettez les haut-parleurs comme ça autrement, et puis DTS est arrivé, nous a dit mettez encore les haut-parleurs autrement. Et évidemment, on se retrouvait dans une problématique tout à fait nouvelle, puisque en 7.1, on met les haut-parleurs à des positions précises et c'est les mêmes positions pour tout le monde. Et en fait, Trinov, on a réfléchi à la problématique, on a utilisé toutes les connaissances qu'on a depuis 20 ans sur la spatialisation du son, on a été dans la compréhension très profonde de comment marche chaque format, et on a unifié les choses. C'est-à-dire qu'on a trouvé des positions de haut-parleurs qui permettent que tous les formats marchent. Donc en fait, on est vraiment remonté à la compréhension des choses et on a établi un document de référence sur le placement des haut-parleurs et qui aujourd'hui sert de base pour les nouvelles recommandations du CEDIA qui vont être bientôt publiées. Tout ça pour illustrer le fait qu'on est vraiment une société d'innovation et on essaie d'aller au-delà de simplement fabriquer et vendre des produits. Voilà. D'accord. Et donc, c'est bien que vous soyez spécialiste de l'innovation et du placement des enceintes, parce que si on est là, c'est pour parler d'un sujet que tout le monde a chez soi, en home cinéma ou en hi-fi. C'est qu'on achète son matériel, on va acheter ses enceintes, son caisson, on va le placer. Mais on va s'installer dans son canapé et certaines fois, on va avoir un déficit dans la reproduction du grave. Et là, on se dit, pourquoi ? J'ai acheté tout le matériel qui va bien. Pourquoi est-ce que j'ai mal réglé mon ampli ? Pourquoi est-ce que mon caisson ne me donne pas ce pourquoi j'ai payé ? Et donc, du coup, si on est là aujourd'hui, c'est pour que vous nous apportiez un peu justement votre retour d'expérience sur qu'est-ce qui fait que la reproduction des graves peut être gênée par comment on peut appeler ça, par un problème acoustique. Et HCFR est là pour justement aussi un peu le retour d'expérience de tous les gens qui composent l'association. Voilà, donc Arnaud, qu'est-ce qui pose un problème dans la reproduction des graves, que ce soit chez nous ou ailleurs, dans une salle de cinéma ou un studio par exemple ? Ok, merci pour la question. Alors, ça a l'air d'être une question simple. En réalité, ça a une question à tiroir qui soulève tout un tas de problématiques. En fait, on va répondre tous les deux, Alexandre et moi. Mais effectivement, c'est une expérience très classique. Par exemple, même parler du caisson, parler simplement de... voilà, on est séduit par une paire d'enceintes qu'on écoute dans un auditorium chez un revendeur. Et puis, quand on amène cette paire d'enceintes chez soi, tout à coup, le grave n'est plus celui qu'on avait entendu. Et on se demande pourquoi. Et en fait, il se trouve que dans les basses fréquences, le son qui est reproduit est essentiellement influencé par la salle d'écoute. Donc le facteur dominant du son qui va être reproduit, c'est la pièce. Et en fait, on pourrait même dire, si on veut être un peu taquin, parce que bon, voilà, un dimanche matin, on peut se le permettre, on peut se dire que l'enceinte qui compte dans la reproduction des basses fréquences, c'est pas l'enceinte acoustique qu'on voit devant soi posée, c'est l'enceinte acoustique dans laquelle on est, c'est-à-dire la pièce d'écoute. Et c'est vraiment l'enceinte acoustique, dans les basses, c'est la pièce d'écoute. Et c'est donc les propriétés de cette salle d'écoute qui vont influencer la reproduction du grave. Et souvent, on perçoit l'enceinte, c'est-à-dire quand on écoute le son, on voit que le son est produit par une enceinte et on a tendance à attribuer toutes les caractéristiques à cette enceinte.
Et on a tendance à oublier, et c'est une erreur, que l'essentiel de la performance dépend de la qualité de la pièce. Ça. Et du coup, ces problèmes, ils se manifestent comment ? C'est quoi les retours d'expérience que vous avez sur les problèmes de reproduction du grave ? Ouais. Bah, ce qu'on constate, c'est assez simple, c'est que globalement, suivant où tu es dans la pièce, le niveau de grave est différent. C'est-à-dire que tu vas t'asseoir à un endroit, tu vas avoir trop de grave, à un autre endroit, tu vas pas en avoir assez, à un autre, tu vas trouver que ça ronfle, tout ça. Ça, c'est la conséquence des interactions avec la pièce, les réflexions des ondes dans les murs, l'interaction avec le mobilier, les fenêtres, tout ça. Donc, en fait, c'est pas homogène. Tu n'as pas l'impression d'entendre... normalement, on va dire un ingénieur du son qui est dans un milieu beaucoup plus contrôlé, il veut mettre tel niveau de grave, il veut apporter telle touche artistique à la reproduction du grave. Et en fait, toi, quand tu es chez toi, ta pièce le déforme complètement. Donc du coup, tu te retrouves avec quelque chose qui souvent est brouillon, ça gronde, ça ronfle. Des fois, ça peut... c'est pas agréable en plus, hein, ça fatigue beaucoup l'oreille d'avoir trop de grave ou d'en avoir pas assez. Et effectivement, et après, de là, génère l'insatisfaction de te dire j'ai acheté les enceintes qui, chez le revendeur, sonnaient super bien parce qu'elles étaient bien placées, parce que il y avait un concours de circonstances qui faisait que ça sonnait bien. Et du coup, tu arrives chez toi, tu te retrouves avec quelque chose que tu reconnais absolument pas. Et je peux peut-être un peu compléter pour donner un peu un ressenti ou une intuition sur ce qui se passe physiquement. Pourquoi le son est tellement différent d'une pièce à l'autre, ou pourquoi quand on se déplace dans la pièce, on va avoir des endroits où le son est amplifié et d'autres endroits où le son est complètement atténué. En fait, c'est lié au fait que un volume d'air qui est enfermé dans une pièce va se mettre à résonner à des fréquences particulières. Et ça, c'est un phénomène universel en physique, dans la vie. C'est exactement le même phénomène que quand on vient gratter une corde de guitare et que cette corde de guitare va se mettre à vibrer à des fréquences particulières. Donc le fondamental, la fréquence propre de la guitare et toutes les fréquences harmoniques de la corde. Donc en fait, tout objet de taille finie, cette table, si je tape dessus, elle va se mettre à vibrer à des fréquences spécifiques. Et ces fréquences vont avoir tendance à amplifier le son. C'est-à-dire qu'une résonance, c'est exactement la corde de guitare. Si on excite une corde de guitare, elle va continuer à vibrer à certaines fréquences, elle ne va pas s'arrêter net. Et on peut voir en quelque sorte l'acoustique d'une pièce comme une sorte de corde de guitare en 3D dont le haut-parleur serait le doigt. C'est-à-dire qu'avec un doigt, on gratte une corde de guitare, avec un haut-parleur, on excite le volume d'une pièce. Ce volume de pièce va résonner à certaines fréquences, et cette résonance va faire que le son va être entretenu dans la pièce. Comme la résonance d'une corde de guitare entretient la note, eh bien, la pièce va entretenir cette fréquence, va jouer finalement une note qui va perdurer, qui n'a rien à voir avec le contenu que l'on veut reproduire. C'est pas du tout lié au contenu, c'est lié uniquement à la pièce, et c'est lié uniquement aux caractéristiques de la pièce. La géométrie de la pièce, ses dimensions, les propriétés des matériaux. Et c'est de la même manière que la vibration de la corde de guitare va produire le son, ça va être l'élément le plus important dans ce qu'on va entendre. La pièce d'écoute qui agit comme une corde de guitare en 3D va produire des notes qui n'existent pas dans le contenu et va dominer la reproduction du son. Du coup, j'ai une question. Est-ce qu'on peut arrêter ce phénomène de façon passive pour justement éviter la résonance de la pièce ? Si tu me permets, juste par rapport à ce que vient de dire Arnaud, ça vous paraît peut-être un petit peu complexe à visualiser comme ça. Dans le podcast séminaire que j'évoquais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est développé vraiment de façon très très précise. Et si vous voulez visualiser tout ce que vient de dire Arnaud, prenez le temps de voir ça directement expliqué avec les mots d'Arnaud, mais avec un support, voilà. Et voilà.
Oui, effectivement, oui, merci Hugo, parce que c'est vrai que de visualiser une corde de guitare en 3D, mais avec un support visuel, ça marche beaucoup mieux. Et donc, effectivement, peut-être, on va aborder comment on peut essayer de contrôler la situation de manière passive, mais peut-être que Alexandre, tu peux parler, là on a parlé de la hi-fi, du home cinéma, par rapport à l'homogénéité. La problématique de la résonance de la pièce par rapport à la taille de la zone d'écoute. Oui, ce qui se passe Alors autant hi-fi, l'écoute, elle est entre guillemets assez égoïste. C'est-à-dire qu'on a un spectateur qui écoute sa musique. En home cinéma, la problématique, elle est un peu différente parce que globalement, on a plusieurs sièges, parfois 2 rangées, 3 rangées. Et les problèmes justement de variation de niveau de grave fait que finalement, il y a un spectateur qui va bien en profiter, et après tous les autres, ils auront quelque chose de forcément dégradé. Et donc c'est là que c'est super important, en fait, effectivement, de contrôler ce niveau de grave. Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes. La première méthode auquel on pense intuitivement, c'est le traitement acoustique. Le problème du traitement acoustique, c'est que, en fait, il y a une règle qui est peut-être un peu... Voilà, on va faire un peu de maths en fait. Une onde acoustique, il y a une histoire de longueur d'onde, pour faire simple. Et en fait, pour que le traitement acoustique soit efficace, il faut qu'il soit au quart de la longueur d'onde. Donc en gros, si tu veux atténuer correctement 20 Hz, il faut que tu aies 4 mètres d'absorbant chez toi. Ouais, donc une très grande pièce, quoi. Donc soit tu es très riche, tu as une très grande pièce, soit ta salle ciné fait 1 mètre carré. Ce qui est très compliqué. Donc voilà. Donc du coup, le traitement acoustique, ça peut devenir rapidement très intrusif en fait. Donc après, l'autre méthode qu'on a et que peut-être certains de nos spectateurs connaissent déjà, en fait, après il y a l'histoire où on peut placer les caissons en fait, tout bêtement. C'est-à-dire que là où on va avoir les phénomènes d'ondes stationnaires, c'est-à-dire au niveau principalement des creux, on va placer des caissons qui vont... Alors ça peut paraître contre-intuitif en fait, c'est qu'on atténue du grave avec du grave. C'est-à-dire qu'on va poser des caissons à certains endroits précis dans la pièce et ça va annuler les variations qui nous gênent. C'est comme ça qu'on peut... donc il y a des dispositions un peu classiques, au quart de la pièce, au quart de la longueur, il y en a qui disent... donc il y a pas mal de dispositions les informations commencent un peu à circuler. Ça peut aussi se passer comme ça pour effectivement essayer d'atténuer au maximum ces variations et de faire en sorte que... finalement, si tu as une salle avec 9 ou 12 spectateurs, tout le monde puisse profiter de manière cohérente du contenu. Parce qu'après, quand tu as des films où c'est très chargé en grave, typiquement, je pense à un exemple qui peut dans la tête, c'est Dune, il y a des endroits, si tu as des variations, parce que les variations en plus, l'échelle des variations, tu peux passer quasiment du silence absolu à des choses qui sont 4 fois plus importantes. Donc si tu te prends 4 fois une dose de Dune... t'es vraiment pas bien. Mais du coup, le fait de placer les caissons à différents endroits, est-ce que ça perturbe pas? Est-ce qu'on perçoit pas le placement des caissons en se disant tiens, ça vient de la gauche, ça vient de la droite? Ça pose pas des problèmes de spatialisation? En fait, on ne localise pas forcément bien les graves. C'est une propriété de l'oreille humaine. C'est-à-dire qu'en dessous de 80 Hz, en théorie, le fameux 80 Hz qu'on a dans les caissons, l'oreille humaine ne perçoit pas la localisation des graves correctement. Donc en fait, on a l'impression que c'est omnidirectionnel et que ça vient de partout. Donc donc le placement des caissons, en fait, on va pas avoir l'impression effectivement que le caisson arrive de devant, de derrière. On va avoir l'impression que que le son grave arrive de partout autour de toi. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des règles particulières? Il y a des formules pour se dire il vaut mieux le placer là, là, là. Comment on fait concrètement? Alors effectivement, il y a des règles donc, qui permettent de gérer un peu... En fait, il y a une série de solutions de plus en plus ambitieuses avec un niveau de performance de plus en plus important. En fait, pour revenir à cette histoire de la corde de guitare, on fait en gros vibrer le volume d'air de la pièce avec le haut-parleur et donc l'amplitude de la vibration, ça crée un motif en fait dans la pièce. Il y a des zones qui vont être boostées, des zones qui vont être annulées et ça dépend de où est le subwoofer dans la pièce. Et en fait, toute l'astuce, ça va être de dire, je positionne par exemple
un subwoofer. Alors, la première approche, si on n'a que un haut-parleur ou un subwoofer, c'est de choisir un emplacement qui va un petit peu faire une moyenne, qui va essayer de minimiser les choses, donc qui ne va pas trop amplifier les résonances. Par exemple, le cas classique, c'est mettre un haut-parleur ou un subwoofer collé contre un mur. C'est pas forcément une bonne idée parce que ça va exciter toutes les résonances de la pièce au maximum. Donc si on n'a que un haut-parleur, un subwoofer, l'idée c'est de le décoller du mur et de trouver une position moyenne qui va exciter un petit peu les résonances, mais pas trop. Ça va permettre de limiter la casse. Ensuite, on peut avoir une approche qui va un petit peu plus loin, mais qui nécessite d'utiliser 2 subwoofers. L'idée, c'est de se dire, si je mets un subwoofer à un endroit, je peux optimiser sa position pour limiter la casse, mais il va quand même y avoir des résonances. Donc, je vais créer des résonances. Ensuite, je peux mettre un deuxième subwoofer à un autre endroit qui va générer les mêmes résonances, mais en polarité inverse. Et donc, l'addition des deux va, en quelque sorte, annuler ces résonances. Et donc, en appliquant ce raisonnement, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites sur le placement des subwoofers. Et quand on en a 2 sur une dimension de la pièce, la recommandation, c'est de les mettre soit dans les coins, soit au quart de la longueur de la pièce. Voilà. D'accord. Et ça, c'est les travaux donc qui ont été effectués dans le contexte de Harman Audio pour ceux qui connaissent donc les travaux de Floyd Toole, de Todd Welty. Todd Welty, oui. Et quelque part, en fait, c'est ce qui a fait commencer à faire découvrir le problème. Et quelque part, en fait, on retrouve ça directement dans le contexte de l'utilisateur. Nous sommes des utilisateurs passionnés. Et si on regarde en fait l'évolution des processeurs audio, en fait, on s'est retrouvé généralement avec d'abord une sortie sub, ensuite avec 2 sorties sub, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit par-delà les produits audio de Trinov qui permettent d'utiliser autant de caissons qu'il y a de canaux dans le processeur. Par exemple, dans les nouveaux produits, dans les nouveaux produits Marantz et Denon que j'ai en tête, il va y avoir 4 sorties sub, et ça, c'est directement en droite ligne par rapport à ce que disait Arnaud, sachant que là, on va potentiellement encore plus loin. On est passé donc de 1 à 2, 100%, de 2 à 4, 100%. Arnaud, indirectement, il commence à nous parler d'un petit peu plus que ça. Oui, effectivement, quelque part, et là on en revient finalement à quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour le guide de positionnement des enceintes. En fait, quand on creuse les sujets audio, on s'aperçoit qu'ils sont d'une telle complexité qu'on ne peut pas les résoudre totalement en considérant seulement une partie du problème. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vraiment une globalité. C'est-à-dire que nous, fabricants de processeurs audio, et nous, on est experts du traitement du signal pour l'acoustique, eh bien, on est bien conscient qu'il ne va pas y avoir l'algorithme magique qui va résoudre tous les problèmes acoustiques. Ça, on aimerait beaucoup que ce soit comme ça. Mais malheureusement, la réalité, c'est que ce n'est pas comme ça. Et c'est vrai aussi pour les enceintes ou les subs. Même le meilleur sub du monde ne peut pas à lui tout seul résoudre tous les problèmes. Il y a aussi l'emplacement des subwoofers, il y a la qualité acoustique de la pièce, ses proportions, la qualité des murs tout simplement. Est-ce que les murs se mettent à vibrer, produisent des vibrations, des non-linéarités et toutes ces choses-là. Et l'idée principale que j'essaie de faire passer, c'est que en fait, entre le choix des haut-parleurs, la position des haut-parleurs, l'acoustique de la salle, la qualité de la salle, on va créer en quelque sorte un potentiel.
et les algorithmes de traitement du signal vont en quelque sorte révéler ce potentiel. C'est-à-dire que si la situation qu'on a créée, elle a la capacité de donner des très bonnes performances, alors l'algo va être suffisamment intelligent pour trouver ce qu'il faut faire et libérer la performance. Mais si on crée quelque chose par le choix des haut-parleurs, leur positionnement ou l'acoustique de la pièce qui fondamentalement ne peut pas fonctionner, eh bien l'algo n'arrivera pas à trouver la solution parce que tout simplement il n'y en a pas. Et donc c'est pour ça que Trinov, on a un raisonnement et dans ce podcast, l'idée c'était d'être très pédagogique, très didactique sur qu'est-ce qui se passe physiquement, quels sont les phénomènes pour donner des recommandations sur où placer les haut-parleurs basées sur la compréhension complète du phénomène, les haut-parleurs, la propagation, comment fonctionne la salle, pour que derrière on puisse créer les conditions favorables pour que tout ce qui est traitement du signal derrière donne les meilleures performances. Voilà un peu la philosophie. Ok, et donc j'ai une question. Tout ce que on a dit là sur le placement des caissons et l'acoustique dans la pièce, etc., c'est valable autant en hi-fi qu'en home cinéma. Parce que je pense que les gens qui nous regardent, ils viennent avec des projets différents et ça peut être autant hi-fi que home cinéma, et donc tout ce qu'on a dit est valable pour les deux. Complètement. Donc effectivement, c'est une question d'acoustique. Et l'acoustique n'est pas propre à la hi-fi ou au home cinéma, c'est purement une question d'acoustique. Et effectivement, les conclusions sont tout aussi valables en hi-fi ou en home cinéma. Et alors, parce que des fois on dit qu'un caisson ce n'est pas audiophile, est-ce que c'est quoi votre point de vue chez Trinov Ça c'est plus un problème de perception. Un caisson de basse peut très bien être audiophile. En fait, si on regarde un caisson de basse, c'est une enceinte où il n'y a pas de médium et d'aigu, quoi. En gros, si on veut simplifier, il n'y a pas de raison fondamentale pour lesquelles un caisson de basse serait moins audiophile. Voilà, par exemple, Alex, ton ressenti sur la question. En fait, comme l'idée est d'être le plus fidèle dans la reproduction du contenu, et que finalement, ce qu'on est en train de démontrer, c'est qu'il faut des caissons de basse pour le faire. Donc en fait, un caisson de basse, c'est audiophile. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi une dimension historique, parce que la musique, ça a toujours été reproduit d'abord en mono, puis en stéréo pendant de longues années, où la notion du caisson de grave n'existait pas. Donc je pense qu'on a aussi cet héritage historique qui est toujours très compliqué à faire évoluer, hein, parce que les habitudes sont là. Mais moi, je sais que dans mon métier, j'ai de la chance aussi de travailler dans les studios d'enregistrement, tout ça. Même ceux qui mixent qu'en stéréo, de plus en plus, ils ont aussi des caissons. Oui, puis il y a de nouveaux usages avec la musique qui arrive en Dolby Atmos et en audio immersif, donc forcément aussi dans toute cette nouvelle pratique audiophile, il y a aussi une adaptation de l'acoustique. Et je pense que vous pouvez mieux en parler. Ouais, complètement. Alors ça, c'est effectivement l'intérêt du son immersif pour la musique. Enfin bon, moi je suis un très grand supporter de cette idée. C'est vraiment... et d'ailleurs, je pourrais développer le sujet, mais pour revenir simplement, même en hi-fi traditionnel stéréo, est-ce que les caissons de basse sont audiophiles ou pas ? Là, on a vu, quelque part, en fait, il y a une contradiction. Le caisson de basse permet de résoudre une contradiction. C'est que pour avoir la meilleure image stéréo, on a besoin de placer les haut-parleurs de part et d'autre à environ 30 degrés. Donc il y a un placement idéal des enceintes pour la stéréo. Et là, on a un peu abordé la question, mais on voit bien qu'il y a un placement idéal des haut-parleurs pour le grave. Et il y a très peu de chances que ça coïncide parfaitement. Donc on voudrait placer les haut-parleurs à certains endroits pour maximiser l'image sonore et à d'autres endroits pour maximiser la performance dans les basses. Et le moyen le plus simple, c'est de se dire, on coupe l'enceinte en deux, on met la partie médium aiguë là où il faut et on met la partie basse là où il faut. Et en fait, on vient simplement de décrire le principe du caisson de basse. Et toute la difficulté, et là on revient un petit peu dans le domaine de Trinov, c'est une fois qu'on a mis les basses au bon endroit et les médiums aigus au bon endroit, il va falloir raccorder les deux. Et c'est là où le traitement du signal
ce qu'on appelle le bass management et les crossovers, doit être fait de manière pertinente par rapport à la compréhension de l'acoustique de la pièce et puis comment on va un petit peu relier tout ça pour s'assurer que ça marche bien. C'est une question qui est très complexe et qui demande d'avoir des algorithmes qui comprennent vraiment ce qui se passe d'un point de vue acoustique, qui comprennent comment le cerveau humain fonctionne et comment on perçoit le son. Mais quand c'est bien fait, le raccordement se passe vraiment très bien. Oui, c'est un peu tout le problème en hi-fi, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'algorithme, parce que les amplis hi-fi n'ont pas de système de calibration. Enfin, il y en a de plus en plus, mais on va dire les traditionnels, il n'y en a pas. Et intégrer un caisson de basse dans un système hi-fi, c'est parfois hyper compliqué parce qu'on ne sait pas le régler. Et déjà, la question du placement, souvent on ne se la pose pas. On prend le caisson, on le met, on met en route et on se dit tiens, ça ne marche pas. Et c'est tout le souci. Et je pense qu'avec le guide, est-ce qu'il y a une partie qui peut aider pour ça, et même dans un environnement stéréo ? Oui, mais effectivement, là tu pointes du doigt le sujet, c'est que effectivement, et ça revient encore à l'approche systémique, c'est-à-dire que autant on peut dire qu'aucun des maillons de la chaîne ne peut à lui seul résoudre le problème, mais on peut aussi dire s'il manque un maillon dans la chaîne, si on n'a pas toute la boîte à outils, alors on n'arrivera pas à résoudre le problème. Et donc si par exemple on est dans une démarche où on dit on ne veut pas de traitement du signal ou on ne veut pas de traitement du signal pour corriger les problèmes acoustiques, alors on se prive d'un outil et on n'est plus capable de positionner les haut-parleurs de grave à un autre endroit que les haut-parleurs médium aigus, parce qu'on ne saura pas recoller. Et de ce fait, on se prive du maximum de performance. Voilà. Parce encore une fois, on n'est pas dans une approche systémique où on considère la totalité. Et souvent, les gens pensent que les systèmes de calibration sont intrusifs dans le son. Et finalement, encore une fois, c'est qu'ils le sont parce qu'on a mal placé les choses et du coup, ça surcorrige. Voilà, c'est exactement ça. C'est que, en fait, alors ça dépend du niveau d'intelligence des algorithmes. Il est vrai que l'acoustique d'une pièce, c'est quelque chose avec de la propagation des ondes en 3D. D'ailleurs, j'invite vraiment à aller voir le podcast parce qu'il y a vraiment des vidéos hyper didactiques là-dessus, d'un point de vue pédagogique. Et là, c'est pas lié au matériel Trinov. On présente des choses universelles. C'est valable pour voilà. Donc c'est du coup, mince, j'ai perdu le fil. Je voulais dire quelque chose. Non, c'est pas grave. Oui, par rapport au côté des dispositifs acoustiques qui surcorrigent ou pas, c'est sûr que si les caissons sont mal placés et que du coup qu'on se retrouve avec des gains absolument monstrueux à compenser ou à atténuer, c'est dans le sens dans les vidéos, dans le podcast, où des fois dans certaines configurations, on a en fait des gains qui soient... on a des échelles quasiment de 1 à 10 entre les sons les plus faibles et les plus forts. Les systèmes acoustiques ne vont pas aller aussi loin. Il y a toujours des limites. Tout simplement par sécurité pour pas exploser les haut-parleurs. Hein. C'est aussi bête que ça. Et puis il y a des limites électroniques dans les composants de tout ça. Ouais. Mais juste voilà, ça y est, j'ai recollé. Quelque part, la mauvaise réputation de ces systèmes de correction acoustique, c'est en général quand il y a des algorithmes qui sont pas assez intelligents, ils comprennent pas assez bien ce qui se passe et qui s'acharnent, je vais appeler ça, sur des causes perdues. C'est-à-dire que si on a fait n'importe quoi avec la solidité structurelle de la pièce, avec le placement des haut-parleurs, avec les performances des haut-parleurs, en fait, on est dans une cause perdue. Et donc, l'algorithme a finalement aucune chance d'arriver à résoudre les problèmes. Et dans ce cas, effectivement, mieux vaut ne rien faire que d'avoir un algo un peu basique qui va essayer, sans rien comprendre, de soi-disant améliorer et qui va faire plus de mal que de bien. Et encore une fois, on revient dans cette approche globale. Voilà. En fait, Florent, ce que tu évoquais tout à l'heure du système de correction intrusif, c'est typiquement ce que vient d'évoquer Arnaud à l'instant, c'est-à-dire quelque chose qui surcorrige une problématique qu'il n'arrive pas à analyser complètement. D'où les nouveaux systèmes de correction acoustique
plus évolué qui justement intègre une forme de quelque chose qui est un petit peu prétentieux, mais d'intelligence artificielle qui va un petit peu plus loin dans la modélisation et la compréhension du problème. Et à nouveau, si vous me permettez, je vais réinsister sur les travaux d'Arnaud et de l'équipe de Trinov et ce fameux podcast séminaire de 4 heures. Vraiment, si vous voulez comprendre toute la problématique, effectivement, ça dure 4 heures. Prenez le temps d'intégrer, de gérer la chose, vous verrez, c'est formidablement didactique. Arnaud est un professeur magnifique qui clarifie les choses. Ça coule vraiment de source. Prenez, si vous êtes un passionné d'audio, vraiment faites-vous plaisir, écoutez ce podcast. Il faut foncer. Peut-être si je peux, il reste encore une minute ou Il nous reste, j'allais dire, c'est bientôt le mot de la fin, donc vas-y. Non mais Vas-y, Arnaud. bon allez, puisqu'on est une boîte technique, on va conclure sur un truc technique. Allez. Donc en fait, juste pour expliquer le genre d'erreurs que font classiquement des algorithmes qui comprennent pas assez l'acoustique, en fait, les problèmes de résonance dans la pièce, en fait, c'est que une fois qu'on a excité le son dure trop longtemps. C'est pas que le son est trop fort, c'est que le son dure trop longtemps. Et en fait, si l'algo, il fait simplement, il regarde une réponse en fréquence et puis on voit un pic, lui croit que le son est trop fort, alors qu'en réalité, le son résonne, le son dure trop longtemps dans la pièce. Si l'algo est stupide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « Ah, c'est trop fort, je baisse le son ». Et en fait, qu'est-ce qu'on a? On a un son qui dure toujours trop longtemps et qui est moins fort, et qui n'est pas assez fort. Donc avant, on avait un son qui dure trop longtemps mais qui est au bon niveau, et après un algo stupide, on a un son qui dure toujours trop longtemps et qui n'est pas assez fort. C'est juste pour illustrer le fait que l'intelligence de l'algo, mais aussi l'intelligence de ce qu'on a fait avant, de ne pas faire n'importe quoi, permet d'avoir la performance. Voilà le mot de la fin. Je ne sais pas si c'est une conclusion, ça, non? Il y a une conclusion. La conclusion, c'est où est-ce qu'on vous retrouve sur le salon? Alors, on est sur le stand avec Sony Waterfall, salle 351 pour une démo cinéma en immersif en 9.4.4. Voilà. Très bien. Et HCFR? Et aussi avec Ellipson d'ailleurs. Ah oui, c'est avec Ellipson aussi en H30 de mémoire. Et pour ce qui nous concerne, donc l'association des membres HCFR, on est dans le hall à Vannes, stand C1, c'est juste à l'entrée, à gauche de l'accueil. Et vous êtes vraiment tous les bienvenus pour échanger en direct et non pas derrière les claviers. Et encore une fois, si vous me permettez, juste merci Arnaud pour le formidable travail que tu as fait et qu'a fait Trinov. Voilà. Et merci au son vidéo de nous recevoir aujourd'hui. Et bien surtout, merci à vous d'avoir été là. Et puis à bientôt. J'ai cru comprendre qu'on pouvait retrouver le podcast des travaux complets sur HCFR et sur le site de Trinov. Absolument. Et à nouveau, le guide, bien sûr. Voilà, le guide de positionnement des enceintes. Et dans ce guide, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a une spécificité Trinov, moi je peux le dire, puisque Alex ne l'a pas mentionné, mais c'est le guide, c'est le micro de mesure en 3 dimensions qui, à l'expérience, à mon expérience, permet de maximiser la prise de mesure de la correction de la pièce qui est permise par les processeurs Trinov. Voilà. C'est ça. Et merci beaucoup. Et puis on se retrouve dans 10 minutes avec Rune. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.